Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct ce soir, en direct pour un nouveau numéro de la radio libre. Je sais plus c'est le combien, le 100 et des brouettes. Nous sommes donc de retour en direct pour une émission ce soir consacrée à Bernard Friot, enfin plus précisément au travail de Bernard Friot, vu par Frédéric Lordon. Bonsoir à Christine Vespasien, TCAP, Nadia et FC qui sont d'ores et déjà avec nous. On va commencer cette lecture dans quelques instants. Je vais préciser juste avant que contrairement aux lectures que j'ai fait précédemment de la série Perspective, où je me suis contenté de lire l'intégralité du texte sans rien ajouter, sans faire de commentaires, et bien là je vais essayer ce soir de faire des petits commentaires, de rentrer un petit peu dans le sujet aussi, d'essayer de vous expliquer du mieux possible ce texte et la prose de Frédéric Lordon qui parfois peut être un petit peu ardu. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je vous dis pas que je comprends tout non plus, donc voilà, on fera ça ensemble, mais je vais essayer en tout cas de vous décrypter ce que je comprends de ce texte de Frédéric Lordon qui s'appuie donc sur le travail de Bernard Friot. Voilà pourquoi leurs deux visages sont sur la miniature, mais c'est bien un texte de Lordon que je vais vous lire ce soir. Perspective numéro 6, Fermer la finance, 4 juillet 2020, donc c'était il y a une quinzaine de jours, mais c'est le dernier épisode en date de la série, donc vous retrouvez sur la chaîne la lecture intégrale de cette série Perspective, et évidemment sur le blog de Frédéric Lordon qui s'appelle La pompe à finance. Le lien est dans la description. Fermer la finance. Donc, retour à l'épisode précédent. Pensons notre heure à partir de la proposition de Friot. Et pour 3 raisons. Elle répond directement aux 2 principes de soustraire les hommes à la précarité et la planète à la destruction. 2. Elle instaure au surplus la souveraineté des producteurs en abolissant la propriété lucrative. 3. C'est une proposition macro-sociale, donc à la hauteur des enjeux de la division du travail, mais pensée pour être diffractée à toutes les échelles et faire leur plein droit aux auto-organisations locales. Donc déjà dans ce premier paragraphe, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, qu'on pourrait préciser ou essayer d'expliquer. Donc les 3 raisons de pourquoi utiliser les propositions de Bernard Friot, du réseau salariat plus généralement, donc de cette idée d'installer des sécurités sociales, des caisses de sécurité sociale dans plein de domaines, le logement, l'alimentation, pour qu'on puisse être libre réellement. C'est ça l'enjeu, et être reconnu comme producteur de valeur, puisque c'est tout l'enjeu finalement de l'économie politique, c'est identifier la valeur et la rétribuer. Donc là, ce serait reconnaître à chacun cette capacité à produire de la valeur, à chacun et chacune évidemment une qualification qui irait donc avec un salaire, le salaire à vie, le fameux salaire à vie de Bernard Friot. Donc, Lordon nous dit en 1, elle répond directement aux 2 principes de soustraire les hommes à la précarité, donc on pourrait dire ça autrement, dire éliminer la pauvreté, ça revient à la même chose, soustraire les hommes à la précarité ou éliminer la pauvreté, et donc soustraire la planète à la destruction, donc l'enjeu écologique évidemment, qui serait couvert également, puisque la proposition de Friot, elle permet de réinjecter d'injecter ou même de mettre en place une véritable démocratie dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi. Et donc ça nous permettrait, nous, travailleurs, travailleuses, de prendre des décisions à l'échelle de nos entreprises. Et on peut penser que ces décisions, n'étant pas mues par le seul intérêt de quelques-uns, elles seraient plus en harmonie avec les questions écologiques qui sont, on le sait, dramatiques et qui vont provoquer dans la décennie qui vient, et ça a déjà commencé, tout un tas de drames, une augmentation des événements climatiques extrêmes. On le voit partout dans le monde, hein. J'ai pas besoin de vous redire tout ça. Mais en tout cas, la proposition de Friot permettrait de se confronter à ce problème en mettant la démocratie au cœur de l'organisation sociale du travail. Et ça permettrait évidemment de changer beaucoup de choses. Bonsoir à Kael qui nous rejoint. Donc en 2, Lordon nous dit cette proposition instaure
au surplus la souveraineté des producteurs en abolissant la propriété lucrative. Qu'est-ce que ça veut dire, l'abolition de la propriété lucrative? On parle souvent de propriété privée, mais Friot, lui, va plus loin dans la définition de cette propriété privée, puisqu'il distingue deux formes de propriété privée. La propriété d'usage, celle qu'on a quand on utilise un objet, voilà, votre appartement, vous y vivez, donc dans le cadre de la proposition de Friot, eh bien, vous en seriez le propriétaire d'usage. Et il y a un autre type de propriété, c'est la propriété lucrative. Donc la propriété des moyens de production, que ce soit les usines, les plateformes aujourd'hui, type Uber, Deliveroo, etc., sont ceux qui ont la propriété de ces plateformes qui en ont la propriété lucrative, donc ça leur rapporte de l'argent sans forcément qu'eux aient à travailler pour ça. Ce sont les livreurs, les chauffeurs qui travaillent, qui effectuent vraiment les tâches. Mais ce sont les propriétaires des moyens de production qui récoltent la plus grosse part du gâteau, voire l'essentiel du gâteau. C'est donc ça la propriété lucrative, la propriété également de biens immobiliers qu'on loue à d'autres en échange d'une part de leur force de travail convertie en argent, c'est ce qu'on appelle un loyer, et donc chaque mois il faut travailler, enfin ça on ne le sait que trop bien, il faut travailler pour pouvoir payer son propriétaire qui donc détient la propriété lucrative de votre logement. Eh bien, la proposition de Friot permet d'en finir avec ça. On abolit la propriété lucrative, il n'y a plus que la propriété d'usage. Et donc la reconnaissance de la souveraineté des producteurs, donc des travailleurs et travailleuses, et la reconnaissance que chacun est un producteur de valeur, est un producteur de richesse. Chaque personne produit de la valeur au quotidien, qu'elle soit employée ou pas. C'est ça qui est vraiment intéressant dans la vision de Bernard Friot. C'est que peu importe que vous ayez un emploi, que vous ayez un patron, que vous soyez sur le marché du travail, on s'en fout. En fait, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui produit de la valeur. Et c'est bien ça qui est le plus important, puisque vous avez du coup un salaire qui découle de ce statut de producteur, comme c'est le cas un peu aujourd'hui pour les fonctionnaires, par exemple, en France. Donc 3, c'est une proposition macro-sociale, donc à la hauteur des enjeux de la division du travail, mais pensée pour être diffractée à toutes les échelles et faire leur plein droit aux auto-organisations locales. Donc ça, c'est l'idée de développer des scopes, développer, vu qu'il y aurait une interdiction de la propriété lucrative, eh bien les entreprises seraient aux mains des travailleurs et des travailleuses, aux mains des producteurs et des productrices, et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la démocratie au cœur de l'entreprise, au cœur de l'organisation sociale du travail. Et donc, ça permettrait à tout un tas d'organisations démocratiques, égalitaires, de proposer des choses dans le monde du travail. Et en fait, ce serait la nouvelle façon dont on organiserait la production, par la propriété des moyens de production aux travailleurs et aux travailleuses directement, avec des salaires qui ne seraient plus versés par les entreprises, mais qui seraient versés par des caisses. On va y venir un petit peu après. Je bois un peu d'eau, excusez-moi. Alors là, j'ai dû fermer la fenêtre parce qu'il y avait un raffut pas possible dehors, donc je vais sans doute mourir de chaud d'ici 20 minutes. Ça commence déjà à venir, je le sens, donc je rouvrirai peut-être tout à l'heure. Mais bon, ils ont décidé de commencer les travaux à 21h, donc c'est génial. Dans cette proposition d'ensemble, des choses peuvent être mises en place instantanément, toutes celles qui ont à voir avec le statut de la propriété, abolition de la propriété lucrative et instauration de la propriété d'usage. Donc ça, effectivement, ça peut être fait immédiatement, ce que j'évoquais, donc cette différence qu'on ferait entre la propriété lucrative qui serait interdite et la propriété d'usage qui serait généralisée. Donc vous utilisez quelque chose, il est à vous, vous ne vous en servez pas, eh bien on le donne à quelqu'un qui en a besoin, à chacun selon ses moyens et ses besoins. La suppression du marché du travail capitaliste et son remplacement par le système salaire à vie et qualification, l'institution juridique de la souveraineté politique des collectifs de production. Donc la suppression du marché du travail capitaliste et son remplacement par le système salaire à vie et qualification. La façon dont fonctionne le marché du travail aujourd'hui, si vous enlevez quelques étapes qui
complique un peu la donne, ou en tout cas qui la complexifie, la sophistique un petit peu, c'est le principe du marché aux esclaves. Je sais que c'est provoquant de dire ça, c'est pour frapper votre bon sens. Effectivement, on a aujourd'hui un salaire, on est techniquement libre, on va dire. Enfin, techniquement, je sais pas si c'est le bon mot, mais de fait, l'organisation capitaliste du travail et le marché du travail, eh bien, sont des outils de coercition, c'est-à-dire de contrainte et de domination qui sont extrêmement durs. Enfin, on le sait tous, mais là, c'est formalisé. Effectivement, c'est à cause de l'organisation du travail capitaliste et du marché du travail capitaliste que beaucoup de gens ne trouvent pas de travail, que beaucoup de gens, qu'on fait la chasse aux chômeurs, qu'on met sur leur dos finalement tout ce qui va mal dans le pays, c'est parce qu'il y a trop de chômage, c'est la faute des chômeurs, etc. Tout ça, on oublie, c'est parce qu'il y a une organisation aujourd'hui capitaliste du monde du travail qui a besoin comme ça d'organiser cette chasse aux chômeurs, cette peur du chômage, de la possibilité et même la crainte qu'ont beaucoup de gens de tomber dans la misère, c'est-à-dire ne plus avoir de maison, comme c'est le cas de millions de personnes en France qui sont soit très mal logées, soit n'ont pas de logement du tout, travaillent mais vivent dans leur voiture. Voilà, tout ça, c'est dû à l'organisation actuelle du monde du travail, où finalement il faut se battre pour obtenir les quelques places qu'il y a, et puis les 10 millions de personnes qui sont dans la misère et la pauvreté, ben finalement, elles ont qu'à se retrousser les manches. C'est ça un petit peu la vision du monde actuel. Donc ça, Frio l'identifie comme étant le problème du marché du travail capitaliste, donc sa suppression et son remplacement par le système salaire à vie et qualification. Donc la qualification, c'est on reconnaît votre qualification et vous avez un salaire qui donc est lié à cette qualification. Tout le monde a un minimum, alors Frio dit parfois 1 500 €, certains disent 2 000 €, en tout cas le nécessaire pour vivre non pas seulement dignement, mais pour pouvoir vivre. Pour pouvoir vivre, on estime aujourd'hui qu'il faut voilà, l'équivalent du SMIC ou un peu plus, donc tout le monde aurait de base 1 500 €. On a Quichotte qui nous rejoint. Quichotte nous dit « Est-ce que propriété d'usage et propriété lucrative ne peuvent pas s'entremêler dans de nombreux cas ? Une voiture que j'ai achetée et dont je pense me servir une paire d'années avant de la revendre. » Alors, effectivement, dans le modèle actuel, tu peux revendre ta voiture après quelques années, mais ça, c'est bien aussi un des problèmes de la surconsommation capitaliste, hein, dans le monde capitaliste, et le fait qu'on consomme beaucoup trop de produits. Ça va avec la question de notre structure sociale et de la façon dont on produit, qui choisit ce qu'on produit, de quelle manière, qu'est-ce qui est possible de faire ou non avec ces produits. La voiture, par exemple, tu cites un bon exemple. Alors je sors un petit peu de ta question sur la propriété d'usage et la propriété lucrative, mais la société organisée autour de la voiture, il va falloir en sortir tôt ou tard. C'est quelque chose qui est extrêmement problématique, extrêmement consommateur de ressources, et en plus avec la logique de remplacer sa voiture effectivement tous les 2 ou 3 ans, tu imagines bien l'impact que ça a sur la planète, le fait de produire autant de voitures qui polluent, etc. Donc on pourrait imaginer une organisation complètement différente de l'utilisation de la voiture. Une voiture aujourd'hui, si on pense vraiment pragmatiquement, elle reste à l'arrêt 98% du temps, si c'est pas plus. Une voiture, ça reste garé, sans bouger, sans servir à rien, pendant des heures, parfois des jours et des semaines. Donc est-ce que c'est bien sage de continuer ce modèle de la voiture individuelle c'est une question que je pose, hein, j'ai pas de certitude là-dessus. Moi-même j'ai une voiture, voilà, c'est vrai que c'est agréable d'avoir une voiture, de pouvoir aller où on veut quand on veut, mais est-ce que c'est raisonnable à long terme? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un meilleur système de déplacement qui utiliserait moins de voitures sans pour autant être problématique pour l'environnement, etc. Donc c'est des questions qui se posent. Après, par rapport à ta question, pour revenir plus précisément sur ce que tu demandes, est-ce que propriété d'usage et propriété lucrative ne s'entremêlent pas? Frio ne propose pas de supprimer le marché en soi, c'est le marché du travail, le marché aux esclaves, comme je dis, hein, de manière provocante.
mais c'est bien de ça qu'il est question, pas forcément le marché en soi. Donc si tu fais un achat, une voiture ou peu importe, et que tu veux le revendre, il me semble que dans le système de Bernard Friot, tu pourras toujours le faire, et ce ne sera pas forcément un problème. Même si peut-être qu'il faudra, comme je le disais, réorienter toute la question de la production de voitures, de l'utilisation des voitures pour se déplacer, que c'est un autre problème. Mais a priori, tu pourras toujours revendre un bien dont tu as l'usage et le vendre à quelqu'un d'autre qui en aura l'usage. C'est pas de la propriété lucrative au sens où on l'entend, ça le serait si par exemple tu louais un bien. Si tu loues un bien immobilier que tu as, là c'est de la propriété lucrative, puisque tu ne l'occupes pas, tu ne t'en sers pas, mais tu en gardes la propriété. Si tu vends ta voiture à quelqu'un dans quelques années pour pouvoir acheter une autre voiture, a priori, cette voiture ne t'appartient plus, elle passe définitivement à la personne à qui tu l'as vendue, qui en aura donc la propriété d'usage. On ne peut pas forcément parler de propriété lucrative, à moins que tu lui loues cette voiture chaque mois en échange d'un loyer ou d'une rente. Et donc, il faut bien distinguer ça. J'espère que voilà, c'est la réponse que tu voulais. Donc, on va continuer la suite et je vais faire comme ça des incises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, j'y répondrai. On va vraiment prendre le temps, essayer de comprendre tout ça, puisque c'est pas forcément très simple. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, Mélenchon a parlé du travail de Friot en disant qu'il était excellent, mais qu'il ne savait pas comment le mettre en place et comment faire. Précisément, cet article donne des réponses à ce sujet, donc on va essayer de se former à tout ça ensemble. Alors mon téléphone sonne. Je vais juste mettre un tout petit peu de musique et je vous retrouve dans une seconde. De retour sur Calivision en direct. Alors dites-moi si le son du micro est bon, parce que j'ai l'impression que ça sature pour une fois. D'habitude je suis toujours un peu trop faible, et là en l'occurrence j'ai l'impression d'être trop fort. Bon. Bref, reprenons la lecture de cet article de Frédéric Lordon, Fermer la finance. Dans cette proposition d'ensemble, des choses peuvent être mises en place instantanément. Donc je relis la phrase. Toutes celles qui ont à voir avec le statut de la propriété, abolition de la propriété lucrative, instauration de la propriété d'usage, la suppression du marché du travail capitaliste et son remplacement par le système salaire à vie et qualification, l'institution juridique de la souveraineté politique des collectifs de production. D'autres choses offrent des difficultés plus importantes, notamment tout ce qui relève de la production, de la transformation radicale du financement de l'investissement. Car radical, le schéma de Friot n'oublie pas de l'être en cette matière, qui propose de confier la totalité du financement à la cotisation via une caisse dédiée, la caisse économique. C'est-à-dire d'en finir purement et simplement avec la dette. Alors, c'est extrêmement important ce qui est dit dans ces quelques phrases, dans ces quelques mots. Donc la transformation radicale du financement de l'investissement. C'est exactement de ça qu'il est question, et c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on dit que l'investissement, il vient des banques et des financiers, les business angels, les anges du business qui jettent leur argent, qui prennent des risques énormes pour donner leur argent à des entreprises qui peuvent décoller. Bon, c'est quand même assez réducteur, on va le voir après, Lordon en parle, c'est pas aussi simple, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un des leviers principaux de la décision en matière de production et d'économie. C'est-à-dire que ce sont des banques et des milliardaires, en gros, pour faire court, qui décident de ce qui sera produit, quelle entreprise va être financée ou pas. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut changer. Si on entend changer la façon dont on consomme, dont on produit, dont la société, dans son ensemble, fonctionne, il faut évidemment répondre à cette difficulté, comme le dit Lordon. Donc, la transformation radicale du financement de l'investissement.
Et effectivement, Frio propose donc de confier la totalité du financement à la cotisation. Donc on dit souvent, vous l'avez déjà entendu je pense, et on a déjà parlé dans cette émission, qu'en France, 33%, donc un tiers du PIB, est dédié à la cotisation. C'est-à-dire, quand c'est un capitaliste qui le dit, il dit l'État prend un tiers de la production, un tiers du PIB, c'est le plus haut taux du monde, etc. Bon, comme si c'était un drame absolu, mais bon, on peut aussi se dire que du coup, il y a 2 tiers qui restent dans le privé et qui sont pas très bien partagés pour le coup. Donc, ce que propose Frio, eh bien, c'est de passer de 1 tiers à 100% du PIB qui serait donc cotisé et mis dans une caisse dédiée, la caisse économique, et donc il n'y aurait plus de dette en fait. On cotiserait tout au long de l'année et on aurait comme ça notre caisse économique qu'on pourrait utiliser comme on l'entend collectivement, donc démocratiquement, et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, de manière despotique, laissée à quelques-uns. Alors c'est des experts, c'est des milliardaires, c'est des gens qui le méritent parce qu'ils ont fait des grandes écoles ou je ne sais quoi, des hauts fonctionnaires et autres, mais nous, on veut récupérer ce pouvoir-là, ne pas le laisser à quelques-uns, à une minorité de 1% qui décide pour tous les autres et qui effectivement nous enchaîne par le mécanisme extrêmement pernicieux de la dette, des intérêts de la dette publique, qui chaque année coûte des dizaines de milliards aux caisses de l'État. Donc tout ça, on en finit avec donc le financement par la cotisation. Et effectivement, comme c'est dit par Frédéric Lordon, ça soulève une grosse difficulté, c'est de faire passer tout ça. Parce que évidemment, quand on touche au nerf de la guerre, il y a souvent des gens qui sont prêts à se battre, dans un sens comme dans l'autre. Il y a de très sérieuses raisons à l'appui de cette radicalité. Je les ai évoquées. Pour autant, l'idée d'une économie dans laquelle il n'y aurait plus ni marché financier, ni même simple banque de crédit, fait partie de ces choses que le poids de l'histoire du capitalisme et surtout le matraquage idéologique des évidences nous ont rendus impensables et infigurables. Donc le fait d'avoir des éditorialistes économistes de droite sur tous les plateaux qui nous disent que attention, on ne peut pas faire ça parce que les marchés vont s'énerver. Vous savez, cette façon quasi religieuse de parler de la finance, des marchés financiers, de la confiance des investisseurs, tous ces gens, je pourrais en citer plein, Alain Madelin, Marc Toiti, Alain Madelin, non pas Alain Minc, pardon, même Jacques Attali dans une certaine mesure. Enfin, ils sont très très nombreux, on les voit très très souvent sur les plateaux, nous asséner ces évidences qui rendent impensable effectivement le fait de vouloir plus de cotisations. Eux, ils appellent pas ça des cotisations, ils appellent ça des charges. Les charges patronales sont trop élevées, toujours trop élevées, etc. Donc c'est sûr que là, on est vraiment dans l'essence même de l'opposition droite-gauche, si j'ose dire. En tout cas, entre cette vision de Friot et Lordon, même si elles ne sont pas équivalentes et parfaitement symétriques sur tous les points. Ils ont évidemment des pensées complexes et différentes. Mais en tout cas, cette vision de fermer les marchés financiers, fermer le marché du travail, interdire la propriété lucrative, évidemment, c'est un impensable. C'est quelque chose que les éditocrates de BFM et de CNews ils n'en parlent même pas en fait. Pour eux, c'est pas possible. C'est du communisme, c'est du stalinisme ou je ne sais quoi. Alors qu'en réalité, c'est justement la fin d'une dictature du capital. C'est ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dictature du capital. Ceux qui ont de l'argent décident pour les autres. Et ça, on les entend rarement l'évoquer en ces termes-là. Ici, la vertu du déjà là est d'un grand secours, puisque le précédent de l'investissement hospitalier, intégralement financé par la seule cotisation, jusqu'à ce que le néolibéralisme décide de détruire l'hôpital, par la dette obligataire précisément. Donc l'investissement hospitalier intégralement financé par la seule cotisation atteste une possibilité. Donc ça, c'est la sécurité sociale qu'on a en France et toutes les caisses qui sont attenante, et le fait que par la cotisation, eh bien, en France, voilà, si vous cassez la jambe, si vous avez un cancer, peu importe, c'est pas comme aux États-Unis, vous n'avez rien à débourser, vous faites vos soins et voilà. Alors c'est
compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement, comme c'est précisé, le néolibéralisme a changé tout un tas de choses dans la manière dont tout ça avait été pensé à la base à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, l'hôpital, on l'a vu pendant la crise récente, est dans un stress particulièrement intense, et les travailleurs... GetGrow nous a rejoint, ainsi que Azerty. Salut à vous deux. Je reprends... Désolé, du coup, je ne sais plus où ça a coupé. Donc je reprends un peu avant. Je relis la phrase de Lordon. La vertu du déjà là est d'un grand secours, puisque le précédent de l'investissement hospitalier, intégralement financé par la seule cotisation, atteste une possibilité, jusqu'à ce que le néolibéralisme décide de détruire l'hôpital par la dette obligataire précisément. Effectivement, c'est ça le problème principal, c'est la logique de la dette obligataire qui pousse nos dirigeants à diminuer les financements de l'hôpital, précisément alors qu'avec la sécurité sociale, nous avons réussi à rendre les soins gratuits pour tout le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable et d'énorme qui a été réalisé par nos anciens à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout ça est rongé. On en a parlé plein de fois à cette antenne. L'hôpital public, son financement est malheureusement attaqué par tous nos dirigeants depuis des années. C'est ce que dit Lordon sous cette formule. Donc le néolibéralisme décide de détruire l'hôpital par la dette obligataire, précisément. Mais il y a quand même une possibilité, celle effectivement d'augmenter les cotisations, de cotiser une plus grande part du PIB pour pouvoir financer ce qu'on a vraiment envie de financer, et pas de forcer nos soignants et nos travailleurs et travailleuses du monde hospitalier à toujours faire plus, à virer des administratifs parce que voilà, ils prennent trop de postes, etc. Non, ça c'est ça, comme le disait Achille dans l'émission de lundi dernier. Pour les soignants, c'est extrêmement compliqué. À chaque fois qu'on supprime quelqu'un dans l'administration, ce sont les soignants qui doivent faire ce travail administratif qui n'est plus fait, puisque il y a encore besoin évidemment de réaliser ce travail de paperasse, etc. Donc pour défendre tout ça, pour le protéger, il faut augmenter les cotisations. Il ne faut pas réduire comme l'a fait Hollande, comme l'a fait Sarkozy, comme veut le faire Macron, réduire encore une fois les cotisations patronales, réduire les cotisations des entreprises. C'est la casse généralisée de nos biens publics. En fait, c'est une chance qu'on ait tout ça. Donc il faut se battre pour le conserver, et même, surtout, c'est encore plus important, pour l'étendre. On ne peut pas être que dans une lutte défensive. Il faut aussi avoir un plan de bataille pour en prendre plus et pour avancer, et pas seulement conserver ce qu'on a déjà, puisque c'est loin d'être suffisant. Je lis la suite de l'article. Mais cette attestation a été brouillée avec le temps dans la conscience commune, et le règne de la finance s'est imposé comme une nécessité quasi naturelle, si l'on tient Alain Minck. Il est vrai, au milieu de beaucoup d'autres candidats sérieux, pour l'idiot canonique du néolibéralisme, il suffira de l'entendre répétitivement évoquer la loi de la chute des corps pour comprendre ce que naturalisation des faits sociaux veut dire. Alors c'est dit de manière un peu compliquée, mais ce que nous dit Frédéric Lordon, c'est que Alain Minck, donc l'idiot canonique du néolibéralisme, comme je disais tout à l'heure, parmi tous ces éditocrates qu'on voit à la télévision et qui nous disent que effectivement les marchés fonctionnent de telle manière, c'est presque de la physique des cordes appliquée au marché. Donc un côté inéluctable, naturel dans le fonctionnement de l'économie, donc pour comprendre ce que naturalisation des faits sociaux veut dire. La naturalisation des faits sociaux, c'est de dire, si finalement certains sont au-dessus, c'est parce que dans la nature, il y a le lion qui bouffe la gazelle ou ce genre de conneries, quoi. Ramener de la nature une vision en plus souvent distordue, anthropocentrée, et de dire finalement si le monde est comme ça, c'est parce que la nature le veut bien, c'est parce que la nature est organisée comme ça, ce qui est
totalement idiot et stupide, puisque la politique, l'économie, ce sont des faits humains. Alors certes, il y a une part de nature dans le sens où il y a des fonctionnements qui existent qu'on peut étudier, mais vouloir naturaliser des faits économiques ou sociaux, c'est quelque chose de... C'est stupide, mais c'est grave aussi. C'est grave et c'est dangereux. Et évidemment, il y a cette idée-là dans le libéralisme et dans le néolibéralisme et dans le capitalisme, que finalement cette organisation, elle répond à une forme d'organisation naturelle. Il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas, et puis c'est comme ça. Donc c'est une idée profondément dégueulasse et dangereuse. Clisthène Vespasien nous dit « Picsou est au pouvoir et il en veut toujours plus. Les malades du pognon de dingue sont au pouvoir et ils n'ont pas fini de nous tondre. » Patou nous rejoint, il nous dit « Je suis Bernard Friot depuis longtemps, je suis fan. Bravo pour tous ces travaux. » C'est clair, bravo à Bernard Friot qui depuis très très longtemps travaille du point de vue de l'économiste, du sociologue sur toutes ces questions-là. Et il y a une œuvre très importante et énorme. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous avez sur la chaîne 2 interviews avec le réseau Salariat, une avec Bernard Friot et une avec Arthur du réseau Salariat, de très belles émissions où on parle de tout ça en détail, en long, en large et en travers. Et je crois que ça fait plus de 6 heures les 2 émissions. Et j'ai encore dans ma besace une émission d'environ 3 heures avec Bernard Friot qui n'est plus disponible nulle part et que je vais remettre sur ma chaîne prochainement. Donc si le travail de Bernard Friot vous intéresse, vous avez de quoi faire sur la chaîne, sans même parler de toutes les émissions dans lesquelles, avec Trofou, avec Mangatz, on a parlé de tout ça et bien d'autres. On a parlé de tout ça longuement. Donc suite de la lecture de cet article de Frédéric Lordon, Fermer la finance. C'est pourquoi il n'est pas inutile, pour armer les résolutions, de commencer par redire un peu précisément le poison qu'est la finance néolibérale, afin d'établir comme un impératif catégorique l'idée d'en euthanasier les institutions, et d'ancrer l'idée suivante, qu'il n'y a aucun progrès social possible hors leur complète destruction. Codicile au passage, un codicile c'est un amendement à un testament. J'ai appris ça en lisant l'article. On apprend des mots, c'est génial. Codicile au passage, le tiers du quart de ce qui suit vaut expulsion de l'euro, ça va sans dire. C'est tant mieux. Aucune perspective progressiste, a fortiori anticapitaliste, ne peut avoir l'idée aberrante d'y rester. Donc il y a 2 choses importantes dans ce paragraphe. Donc on va commencer par redéfinir le poison, redire le poison qu'est la finance néolibérale. Donc c'est ce qui va se passer dans les paragraphes suivants. Et d'ancrer l'idée suivante, donc il n'y a aucun progrès social possible sans la destruction de cette finance néolibérale. C'est fort hein, ce qui est dit, et c'est juste, hein, quand on comprend comment fonctionne la finance aujourd'hui, ce qu'elle demande du corps social, ce qu'elle exige sous peine de... je fais souvent le parallèle avec la religion, mais il y a vraiment des points communs entre la finance néolibérale et un culte religieux. Faut aussi avoir conscience de ça. Donc sans une destruction de ces institutions, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas créer un monde progressiste, de gauche, anticapitaliste, si on s'accommode de l'existence et de la permanence de la finance internationale, même de la financiarisation de l'économie en fait, puisque c'est ça qui arrive in fine. Toutes les entreprises sont prises dans ce piège financier et deviennent esclaves de la dette, esclaves des actionnaires, etc. etc. Et donc, deuxième élément dans ce paragraphe, donc ce qui suit, c'est-à-dire tout ce qui est proposé, et même ce qu'on a déjà commencé à évoquer, hein, interdiction de la propriété lucrative, suppression du marché du travail, des marchés financiers, tout ça, pour la France, ce serait une sortie immédiate de l'euro, puisque on écraserait à pieds joints les traités européens, donc ça équivaudrait à provoquer l'explosion de la zone euro, et Lordon d'ajouter, c'est tant mieux. Si on est anticapitaliste, on ne peut pas avoir l'idée de rester dans l'euro. Pareil, l'euro et l'anticapitalisme ne peuvent pas aller ensemble. Les fléaux de la finance néolibérale.
On ne mesure pas toujours, en effet, le caractère absolument névralgique de la finance dans la configuration institutionnelle d'ensemble du néolibéralisme et ses propriétés d'intensification de tous les mécanismes de la coercition capitaliste. Donc la coercition, c'est la contrainte. Elle est presque à elle seule, donc la finance est presque à elle seule. Il y a la concurrence aussi, donc l'idée de concurrence, que tout le monde doit être en concurrence, qu'on doit se faire la guerre, se cacher des informations, être le meilleur et s'écraser les uns les autres, en tout cas essayer de le faire. Donc la finance et la concurrence donc, sont la source du double fléau néolibéral. Celui qui détruit les salariés du privé sous la contrainte de rentabilité, celui qui détruit les services publics sous la contrainte de l'austérité. Le premier, donc la destruction des salariés privés, le fléau de la destruction des salariés privés par la rentabilité, est lié au pouvoir des actionnaires formés dans le marché des droits de propriété. Le second, donc la destruction des services publics sous la contrainte de l'austérité, est lié au pouvoir des créanciers formés dans les marchés obligataires. Donc la dette, dans les deux cas, est le levier, le moteur de la destruction et des salariés du privé et des salariés du public, et donc de nos outils de production, qu'ils soient privés ou publics, par la nécessité de rentabilité pour le privé et la nécessité d'austérité, la contrainte de l'austérité pour les services publics. Donc ça, c'est quand on vous dit, pour l'hôpital par exemple, ah ben, désolé, il faut supprimer, enfin désolé, ils disent même pas désolé d'ailleurs, mais comme le disait par exemple Eric Woerth pendant des années, il faut supprimer des lits. On a trop de lits d'hôpitaux en France. Ça ne va pas. Supprimons des lits, faisons des économies, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous vous rendez compte quand même, hein. Il faut quand même se rendre compte de ça. C'est la logique austéritaire dans le but de payer la dette et donc effectivement, enfin, de payer la dette. Non, on n'arrivera jamais à la payer la dette, ils le savent très bien, ou sinon ils sont complètement naïfs. La dette de la France, qui est équivalente à 1 an du PIB aujourd'hui, et même beaucoup plus depuis la crise, depuis la crise sanitaire au début de l'année, enfin depuis mars, la dette atteint des proportions gigantesque, pharaonique. On ne la paiera jamais, c'est impossible, ça n'arrivera pas. C'est pas à coût de 50 milliards par an qu'on va rembourser 2000 milliards qui ne font qu'augmenter, qui doivent être aujourd'hui plus aux alentours de 2200 milliards d'euros, si c'est pas déjà plus. J'ai pas regardé les chiffres récemment, mais à mon avis, à la fin de l'année, la dette sera à 120 ou 130% du PIB. Donc c'est complètement surréaliste d'imaginer rembourser ça en travaillant dur et en se retroussant les manches. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. Mais effectivement, c'est ce fléau néolibéral qui nous dit il faut payer la dette et il faut être rentable, il faut travailler dur, être rentable pour rembourser la dette. Et ça, pour détruire les salariés du privé comme les salariés du public, il y a ce double fléau. Contrairement à ce que l'on croit spontanément, le pouvoir des actionnaires n'est pas un pouvoir de bailleur. À l'envers de ce qui est répété par tous les appareils de l'idéologie néolibérale, les actionnaires apportent finalement si peu d'argent aux entreprises que celles-ci ne dépendent que marginalement d'eux pour leur financement. Ça, c'est très important. Il nous dit quand les flux nets ne vont pas carrément dans l'autre sens des entreprises vers les mal nommés investisseurs, notamment du fait des rachats d'actions, fameux buyback. Donc ça, c'est l'idée qu'on a, voilà, l'image d'Épinal. Ah ben l'investisseur, finalement, sans investisseur, il ne pourrait pas y avoir d'entreprise. Hein, le pouvoir des actionnaires, il est légitime, puisque finalement, sans eux, il n'y aurait pas de production, il n'y aurait pas d'argent dans les entreprises. Sauf qu'en fait, en réalité, la part dans des entreprises des actionnaires, elle est relativement faible. Et il nous dit donc les actionnaires apportent finalement si peu d'argent aux entreprises que celles-ci ne dépendent que marginalement d'eux pour leur financement. Mais alors, par où chemine la coercition actionnariale ? Donc comment ça se fait que les actionnaires aient autant de pouvoir si finalement les entreprises dépendent si peu de leur investissement ? Par les voies souterraines des transactions sur le marché des actions où se joue le contrôle de la propriété, donc par les voies de la soumission aux décrets de l'opinion financière.
comme on le verra plus encore avec la disciplinarisation des politiques économiques par les marchés obligataires, les marchés de capitaux, en plus d'être des lieux de l'enrichissement spéculatif, sont de très puissantes instances de normalisation. Armés d'une idée de ce que doivent être les bons comportements économiques, une idée, faut-il le dire, formée au voisinage immédiat de leurs intérêts, ils disposent des moyens de l'imposer aux agents privés comme publics, c'est-à-dire de sanctionner les écarts. Alors là aussi, beaucoup de choses. Je vais lire ce que nous dit Azerty, qui nous dit « Depuis 92, avec le traité de Maastricht, et encore cela n'est officieusement, j'ai l'impression que cela a toujours été depuis 1789. » Alors je ne sais pas à quoi tu fais référence du coup. « On a voté non en 2005 à l'Europe et ces imposteurs nous ont trahis. Ils ne sont plus légitimes. » C'est toujours bien de le rappeler. On l'a déjà dit plein de fois, mais c'est toujours bien de rappeler qu'en 2005, on a voté non et qu'en 2007, Sarkozy a fait passer l'inverse du vote du peuple. Rendez-vous compte quand même que le créateur de la Ve République, général de Gaulle, enfin en tout cas l'instigateur de cette nouvelle version, lui, quand il perdait des élections départementales ou n'importe quel référendum, il mettait sa position en jeu. Il menaçait de démissionner. Enfin, en tout cas, il voulait démissionner. Nous, on a des politiques qui font l'inverse. Mais on peut c'est même plus que l'inverse, quoi. C'est-à-dire, non seulement ils démissionnent pas, mais en plus, ils trahissent systématiquement la parole du peuple. Et Daimon nous rejoint. Salut à toi, Daimon. Bonjour, comme tu as l'habitude de dire. Je vais juste boire un petit coup d'eau et on va revenir sur ces quelques phrases que j'ai lues avant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, les marchés de capitaux et les marchés obligataires. Donc, les marchés obligataires, c'est les marchés d'actions où s'échangent également des titres de dette. Donc, les marchés obligataires, les marchés de capitaux, en plus d'être les lieux de l'enrichissement spéculatif, donc de l'enrichissement sur la propriété lucrative, de l'enrichissement grâce à la propriété lucrative, qui consiste là à des choses qui sont complètement surréaliste et même, c'est au-delà de l'immoralité. On programme aujourd'hui des machines qui font des échanges à des vitesses absolument inhumaines. Un humain ne peut pas intervenir, ce sont des machines qui font tout. On appelle ça le trading haute fréquence. J'imagine que vous en avez entendu parler, mais je le dis pour les quelques-uns au fond qui n'auraient jamais entendu parler de ça. Le trading haute fréquence, c'est des milliers d'échanges à chaque microseconde. On peut même descendre, je crois, au milliardième de seconde. Donc, vous vous rendez compte, en une seconde peut se jouer une guerre économique complètement incroyable. Vous n'avez même pas eu le temps de reposer votre café qu'il y a déjà eu 3 guerres mondiales économiques. Enfin, j'exagère, c'est pour vous donner une idée de tout ce qui se passe à l'échelle de temps extrêmement réduite à laquelle travaillent ces ordinateurs et ces machines avec des lignes de connexion qui sont 100 fois plus puissantes que la 5G, etc. Enfin, on n'imagine pas l'argent qui est mis là-dedans, qui est investi là-dedans pour permettre de jouer à ce grand jeu vidéo de la finance néolibérale mondialisée. Donc on nous dit la disciplinarisation des politiques économiques donc sont de très puissantes instances de normalisation. Armés d'une idée de ce que doivent être les bons comportements économiques, une idée, faut-il le dire, formée au voisinage immédiat de leurs intérêts. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Les marchés financiers, les acteurs de marché, comme on dit, donc se sont construits l'idée qu'ils avaient les bons comportements économiques, ou qu'en tout cas, ils savaient ce qu'étaient les bons comportements économiques. Comme par hasard, ces idées des bons comportements économiques, elles sont très très proches des comportements qu'il faudrait avoir pour aller totalement dans leur intérêt. C'est ironique quand même, c'est marrant, ça, c'est bizarre, hein, ça tombe pile comme ça, quoi. La bonne science économique, c'est celle qui va dans l'intérêt de ceux qui sont déjà riches. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Donc, ils disposent des moyens de l'imposer aux agents privés comme publics, c'est-à-dire de sanctionner les écarts. Dans le cas des marchés d'actions, la sanction en cas de dissentiment passe par la vente des titres de l'entreprise considérée, d'où suit l'effondrement de son cours qui la rend vulnérable à une OPA hostile,
à laquelle l'équipe dirigeante en place sait parfaitement qu'elle ne survivrait pas. Or, elle veut survivre. Donc elle fera ce que l'opinion actionnariale lui demande pour maintenir son cours le plus haut possible et décourager les assaillants. L'opinion actionnariale demande-t-elle une rentabilité des capitaux propre de 15%? On la lui donnera. Demande-t-elle, en conséquence, qu'on ferme les sites économiques viables, profitables même, mais qui ne sortent que du 5%? On les lui fermera. Donc ça aussi très important. Donc pourquoi les actionnaires, malgré que leurs investissements représentent finalement assez peu dans le financement des entreprises, Lordon disait que c'était marginal. Donc malgré, je disais donc, une OPA, c'est un rachat par des actionnaires de l'entreprise en rachetant ces titres d'actions, ces titres boursiers. Et effectivement, c'est une possibilité quand on est une entreprise qui se fait attaquer par les actionnaires, d'être comme ça, racheté agressivement. Et donc, les patrons de cette entreprise qui se fait racheter agressivement, eh bien, ils ont 9 chances sur 10 de sauter dans la manœuvre. Donc, forcément, ce n'est pas dans leur intérêt de déplaire aux actionnaires. Donc, si les actionnaires demandent une rentabilité de 15%, une rentabilité des capitaux propres de 15%, on la lui donne. Et donc, s'il y a un site économiquement viable, qui ne rapporte que du 5% ou du 7%, eh bien, on ferme, on dégage, on revend, on s'en occupe plus, on prend sa gagne à très court terme, et les salariés derrière qui dégagent, qui finissent au chômage, on s'en fout. Les gens qui ont travaillé 35 ans dans une usine et qui se retrouvent du jour au lendemain à la porte avec un minable chèque de 2000 euros, ben voilà, c'est finalement, ils avaient qu'à faire des études en école de commerce. Voilà la mentalité des marchés financiers grossièrement résumée. Et pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises se soumettent ainsi aux desiderata, aux demandes des marchés financiers, et donc obéissent promptement quand les marchés financiers demandent de faire fermer telle usine, quand les actionnaires demandent de virer tel patron ou de réorienter l'activité dans telle direction au conseil d'administration, etc., etc. Donc c'est pour ça que malgré ce que nous dit Lordon, que les actionnaires apportent finalement si peu d'argent aux entreprises que celles-ci ne dépendent que marginalement d'eux pour leur financement, eh bien malgré ça, ils ont réussi quand même le tour de force d'imposer leur opinion, leur vision du monde, leurs intérêts à toute l'économie, ou en tout cas à tous ceux qui choisissent de passer par ces systèmes d'investissement et ces marchés financiers. Donc voilà, en résumé, ce que nous dit Lordon, j'espère bien résumer et ne pas dire de bêtises. Si je dis des bêtises, vous n'hésitez pas à intervenir via le chat, via évidemment le Discord, discord.me/Calivision, pour donc tout. Si vous avez des remarques à faire, des réflexions, des interventions, vous pouvez le faire donc via le Discord. Je vais d'abord finir quand même la lecture de cet article, puisqu'on est toujours au début. Regardez, je vous montre un peu ce qui nous reste. Voilà, c'est encore un peu long. Ouais, c'est encore un peu long. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu et de lire, me contenter de lire Lordon, parce que j'essaie d'expliquer pour voilà, peut-être des gens qui débarquent un peu, qui n'ont pas forcément fait trop d'économies, qui se sont jamais trop intéressés à tout ça de très près. Mais je sais que pas mal d'entre vous comprennent les articles, les lisent de leur côté. Donc je ne sais pas si mon commentaire vous apporte quelque chose ou pas. Ça, ce sera à vous de me le dire. Mais j'essaye de vraiment expliquer à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre et pas qu'il faille avoir fait 3 ans d'études pour comprendre chaque phrase. Études que je n'ai pas fait d'ailleurs, je n'ai jamais fait d'études d'économie, donc vous m'excuserez si je dis des bêtises. Ce sera peut-être l'enjeu de la discussion juste après. Donc, je remonte bien là où on en était. On était là. On a compris dans cette affaire que la coercition actionnariale, qui en première instance pèse sur les équipes dirigeantes, est aussitôt passée aux salariés qui porteront seuls le poids de tous les ajustements. Et ceci d'autant plus que les dirigeants ont été convertis au point de vue actionnarial à coup de stock options. Rien de tel pour lui faire voir le monde comme un actionnaire que de transformer le dirigeant en actionnaire.
De là, le gavage des oies. Alors effectivement, beaucoup de patrons aujourd'hui sont eux-mêmes actionnaires, soit de leur propre entreprise, soit de même plein d'autres entreprises. Parfois, ils passent d'une entreprise à l'autre, ils ramassent des stocks options par-ci, des stocks options par-là, ils les revendent au bon moment, ils se font un paquet de pognon, et effectivement, ça leur convient, ce monde-là. Tous les patrons ne sont pas hostiles aux actionnaires, puisque parfois, ils en sont eux-mêmes, et c'est aussi un des trucs qui fait qu'aujourd'hui, les patrons sont défenseurs de ce système capitaliste qui parfois les conduit, pour certains d'entre eux, à revendre leur entreprise et à voir leurs salariés licenciés. Donc voilà, ceci explique cela. Si le pouvoir des actionnaires s'exerce par les médiations subtiles du contrôle capitalistique, celui des créanciers, lui, procède par les voies usuellement brutales de l'apporteur de fonds, le prêteur, et par un autre compartiment de la finance, le marché obligataire. Compartiment différent, mais coercition semblable par la normalisation. Une fois que les investisseurs se sont fait leur idée de ce que doit être une bonne politique économique, les gouvernements qui ne s'y plient pas connaîtront des taux d'intérêt en folie et la certitude de l'échec. Souvenez-vous de la Grèce, hein. Voilà, l'exemple de la Grèce, c'est exactement ça. Il y a eu une pression telle sur leur taux d'intérêt que le président, même s'il avait le bon programme, le soutien du peuple par 2 fois, par référendum et par les élections, qu'il avait toutes les cartes en main d'un point de vue institutionnel démocratique, ça ne sert à rien en fait. Ou si vous avez en face de vous l'Union européenne, les marchés financiers, la Troïka, et qu'on veut vous mettre à terre, eh bien, tant qu'on est dans ce système effectivement de marché financier, de soumission au marché financier, on peut vous mettre à terre par juste un seul fait, les intérêts. Les intérêts de la dette, si d'un coup vous devez payer 15%, 20%, vous êtes comme mort, vous ne pouvez plus rien financer, vous êtes un pays en banqueroute, ou en tout cas en surendettement, et donc la dette va coûter très très cher, et ça va créer énormément de problèmes. Encore une fois, l'exemple de la Grèce est parlant à ce titre. James Carville, directeur de la campagne de Bill Clinton en 92, puis conseiller à la Maison-Blanche, qui donc en connaissait un rayon en matière de pouvoir, et à qui l'on demandait sous quelle forme il voudrait revenir par réincarnation, répondait aussitôt en marché obligataire. C'est cette chose-là que le socialisme de Mitterrand, Delors, Bérégovoy a installé en France au milieu des années 80, précipitant la société entière dans une nouvelle période de son histoire, dont la destruction continue du service public jusqu'à l'hôpital d'aujourd'hui a été l'inexorable effet. Tout ce que la société présente compte de malheur, malheur des salariés maltraités, malheur des fonctionnaires néo-managés, malheur des services publics détruits, remonte pour l'essentiel à ces 2 formes du pouvoir de la finance. En première instance, donc, la finance, c'est ça. Et ça doit être fermé. Alors Azerty nous dit, en parlant d'études, pouvons-nous tous étudier à l'université à tout âge? J'aimerais beaucoup m'y remettre, mais je ne sais pas s'il faut payer, ou bien même si c'est simplement impossible, il faut que j'aille me renseigner. Alors Azerty, à ma connaissance, on peut s'inscrire à l'université à n'importe quel âge. Il y a des frais d'inscription qui sont, alors moi à mon époque, c'était il y a quand même une dizaine d'années, ils étaient d'environ 400 € par an, si je ne dis pas de bêtises. 400 ou 600 € par an, ils ont peut-être augmenté depuis, donc c'est cette fourchette-là. Je crois qu'en plus, on peut se les faire rembourser si on est étudiant boursier. Je crois qu'on n'est pas obligé de les payer, qu'il y a moyen de se les faire payer. Bon, après, c'est pas excessif quand on sait que une école, n'importe quelle école, ça coûte 10 fois plus cher l'année. Donc, bon, voilà, c'est... Et surtout que je crois qu'on peut se les faire rembourser. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une somme... Si tu es motivé, tu peux réussir à la mettre de côté. Après, à la fac, tu peux avoir des cours du soir, donc des cours qui sont plus après 18h, 19h. Et donc, oui, c'est complètement possible. C'est vrai que, comme le dit Kael, il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac, mais je crois que même sans bac, aujourd'hui, on peut faire des équivalences. Il y a moyen de rentrer à l'université, même sans bac. Il faut se renseigner là-dessus, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, oui, tu peux complètement
t'inscrire à l'université à n'importe quel âge, et il y a des frais d'inscription, mais bon, qui sont pas énormes non plus, même si je sais que pour certaines personnes, ça peut être beaucoup, surtout qu'après, il faut un logement, il faut pouvoir se consacrer à ses études, donc c'est mieux de travailler à mi-temps à côté, c'est difficile avec un travail à temps complet, même si certains y arrivent. Je me souviens quand j'étais à la fac, il y a un moment de ça, il y avait des personnes de plus de 50 ans dans la classe qui étaient extrêmement studieuses et extrêmement sérieuses, peut-être plus que nous qui avions 18-19 ans, parce que nous on sortait du lycée, on avait encore une mentalité un peu d'ado, quoi, tandis que quand on revient à la fac à un âge plus avancé, on l'a choisi, on l'a voulu, donc forcément on va prendre tout ce qu'il y a à prendre et même en demander plus, alors que quand on sort du lycée, bon, on n'est pas forcément dans cette mentalité de se dire tout ce savoir que je vais accumuler, ça va être génial. On se dit plutôt, voilà, c'est encore des cours, c'est encore chiant, quoi. Donc je pense que c'est même mieux, en fait, de rejoindre la fac à un âge, voilà, au-delà de 25 ans, 30 ans, et même beaucoup plus, parce qu'au moins, c'est toi qui l'auras décidé, c'est toi qui l'auras voulu, et tu vas prendre vraiment tout ce que la fac a à te proposer. Et quand on fait des études dans cet esprit-là, on apprend énormément de choses et on progresse énormément. Et on a un rapport complètement différent au savoir que quand on est au collège ou au lycée ou même à la fac, mais assez jeune, où finalement on a un rapport un peu, pas de confrontation, mais il y a quelque chose d'un peu emmerdant dans le fait de rester assis à apprendre des choses. On a déjà fait ça pendant des années, bon voilà. Donc moi je t'invite à te réinscrire à la fac, hein. Vulgadroit nous dit, pour les universités de droit, il y a la filière de la capacité en droit. D'accord, donc pour pouvoir, si on n'a pas de comment dire, de bac, c'est ça que tu veux dire, Vulgadroit? Bienvenue à toi d'ailleurs. Je vois Kael qui demande à FCI si je l'invitais pour faire une émission. C'est vrai qu'on avait parlé de ça, FCI, de faire une émission ensemble, ça fait un moment. Écoute, moi je serais toujours ravi. Là, j'ai un peu levé le pied en ce qui concerne les émissions. J'en avais fait énormément pendant le confinement. J'en avais fait 35 en un mois et demi. Et c'est vrai que j'ai ressenti un peu un burn-out. Donc là, je profite à fond du déconfinement. En plus, c'est l'été, il fait beau, je vais à la rivière. Enfin bon, je suis pas souvent, pas souvent chez moi. Donc j'essaie de profiter. Pour ça qu'il y a un peu moins d'émissions. Mais FC, tu viens me parler sur Discord. Et on fera ça. Tu m'avais envoyé pas mal de documentation. Donc bon, on en parlera en privé. Je vais pas te mettre en porte-à-faux en plein live. Azerty qui dit moins de 500 € pour toute l'étude ou juste pour l'inscription, car j'ai le bac, ça peut être cool si on a les cours pour 500 €. Alors il me semble que c'est 400 € par mois, ou est-ce que c'est du genre 500 € pour toute la licence? Je sais pas exactement au niveau des tarifs, ça faut se renseigner. Je crois qu'en plus c'est différent dans chaque fac, donc je voudrais vraiment pas te dire de bêtises, mais faut regarder, faut que tu regardes ça, Azerty. Tu nous diras d'ailleurs, hein, si tu t'inscris à la fac, je serais très curieux de savoir quelle filière tu choisis, comment se passent tes cours, si tu veux témoigner de tout ça, ce serait extrêmement intéressant et ça pourrait donner envie à d'autres personnes de se réinscrire à la fac. Aujourd'hui, il y a aussi les MOOC. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire MOOC. On va regarder ensemble. MOOC, c'est des cours, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je crois que certains sont payants, il y en a des gratuits. Mais voilà, là, je suis sur un site mymook.com/fr et donc c'est alors qu'est-ce qu'un MOOC? Pas ça quelque part? Mais ce sont des cours en fait, hein, des cours en ligne dont beaucoup sont gratuits si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce qu'un MOOC? Massive Open Online Courses. L'apprentissage vit sa révolution. L'arrivée massive des MOOC depuis quelques années dans notre quotidien permet à tout le monde de se former sur de multiples sujets, quel que soit son pays ou son niveau d'études, que ce soit par motivation personnelle ou afin d'enrichir son CV. Les MOOC sont aujourd'hui une bonne alternative aux formations classiques. Ils permettent de se former à son rythme, n'importe où et à moindre coût. Donc voilà, des cours en ligne. Alors c'est pas forcément gratuit, mais il y en a certains qui sont gratuits, je le sais, et il y en a vraiment sur tous les sujets. Donc ça peut être un moyen aussi de se préparer à reprendre la fac avant la rentrée, en commençant à regarder des cours comme ça. Voilà, bon, c'est des idées. Je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Donc Vulgadroit nous dit la capacité en droit est accessible à des étudiants non titulaires du baccalauréat. Donc voilà, même sans bac, on peut le faire. Alors Azerty nous dit qu'il a le bac en l'occurrence.
On a 1100 ou 1100 qui nous dit « Selon les facs, ça peut être moins de 500 € largement. Ma licence ne m'a coûté que 100 €, pas plus. » Voilà, donc tu vois, dans certaines facs, c'est même moins cher, 100 € pour une licence. C'est absolument rien du tout quand on sait voilà, selon la filière qu'on choisit après et ses passions, ce que ça peut nous apporter de rencontrer des profs de fac exceptionnels qui vous donnent la passion, qui vous transmettent la passion d'un domaine. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça fait partie, tout à l'heure on évoquait l'hôpital, mais ça fait partie ça aussi de nos biens publics. À chaque fois qu'on définance des facultés, qu'on coupe des fonds à l'éducation secondaire, etc., on détruit quelque chose qu'on a mis des années à construire, c'est-à-dire un système d'université quasiment gratuite, alors que dans certains pays, ça coûte des dizaines de milliers d'euros par an pour des cours en plus qui sont nuls. Donc rendez-vous compte, hein, la chance qu'on a d'avoir des facs gratuites où on peut apprendre tout un tas de choses. Après, il faut évidemment s'en donner les moyens, déménager dans la ville où il y a la formation que vous voulez, etc. C'est pas forcément toujours ultra simple, mais c'est faisable si on le veut et si on a la chance de vivre en France. Nijo nous dit « Open Classroom permet d'avoir des bacs +5 ». Donc s'il y a Open, j'imagine que c'est gratuit. C'est toujours pas mal. Crystal Flood nous dit... Non, c'est Quichotte qui répond à Crystal Flood et qui nous dit « Tout dépend de la définition qu'on donne au capitalisme. La crise que l'on traverse marque la fin d'un cycle du capitalisme qui est né dans les cités-États au XVe, comme Venise. » On va continuer justement sur la suite de cette lecture de Frédéric Lordon sur la finance néolibérale et capitaliste. La finance capitaliste comme logique de l'avance. Cependant, la finance est une catégorie trompeuse, faussement simple, et qui donne trop vite le sentiment de voir ce qu'on veut dire. Dans son concept, la finance ne s'identifie pas au barnum de la finance néolibérale, la finance des marchés de capitaux déréglementés. Conceptuellement parlant, par finance, il faut entendre l'ensemble des institutions et des procédés qui permettent temporairement à certains agents économiques de dépenser plus qu'ils ne gagnent. Et c'est tout. En ce sens le plus fondamental, la finance est consubstantielle au capitalisme lui-même, indépendamment de ses formes historiques. Car l'impulsion du cycle capitaliste de la production suppose l'avance. Impossible en effet de produire avant d'avoir réuni les moyens de produire. Équipement, consommation intermédiaire, salaires à verser. Il faudra attendre d'avoir produit et puis surtout vendu pour toucher le moindre sou, pour toucher le premier sou. Mais alors, comment produire ? C'est-à-dire avoir payé les moyens de produire sans ce premier sou. C'est à cette question que répond toute la logique de l'avance, qui est la logique de la finance, et la logique de la dette, qui effectivement existe quasiment, ça existe depuis le début de l'agriculture. À l'époque de l'agriculture, quand des villes importantes ont commencé à se développer, qu'il y a eu des suzerains, des souverains, on peut penser à la Mésopotamie antique. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça. Ma toute première vidéo sur la dette, tout en bas de la liste des vidéos, parlait exactement de ça, de comment dans l'Antiquité lointaine, donc la Mésopotamie antique, etc., ils avaient mis en place une forme de finance. Il n'y a pas d'autre mot. De cette manière dont le décrit Frédéric Lordon, c'était une forme de finance avec cette idée d'avance. C'est-à-dire, tu n'as pas encore récolté la récolte qui viendra cet été, je te donne dès maintenant une avance que tu me rembourseras dans 6 mois, une fois que tu auras récolté. Et à partir du moment où on est là-dedans, on est dans la finance. Donc pas besoin d'ordinateur, de bourse de Paris, etc. La finance, ça existe depuis très 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 longtemps. Et la dette avec, évidemment. Dès ce moment-là, le ver est dans le fruit. Car dans le capitalisme, comme univers d'agents privés, il s'en trouvera sans doute certains capables ou désireux de dépenser moins qu'ils ne gagnent. On les appellera des épargnants et plus tard des investisseurs. Pour accepter de financer les autres qui ont besoin de dépenser plus qu'ils ne gagnent. Bien sûr, ce plus ne peut être que temporaire. À un moment, il faudra rendre.
c'est la dette. C'est que les apporteurs de l'avance ne se contenteront pas du sourire de l'entrepreneur. Ils apportent leur argent, c'est entendu, mais précisément, c'est leur argent. Alors, ils veulent leur retour. Davantage même, leur retour augmenté. Ce sera l'intérêt ou le dividende, selon la forme de l'avance. Dette, obligation, ou fonds propres, action. La tenaille de l'avance, tenaille des apporteurs, est fermée, est formée, on n'en sortira plus. Servitude débitrice ou servitude actionnariale, les avancés seront bien avancés. Ils connaîtront la servitude. Donc à partir du moment où on fait une avance à un entrepreneur pour sa boîte, on en attend un retour. Et alors cette question, on pourrait en parler pendant des heures, c'est fascinant. Et d'ailleurs, je le dis pour ceux qui suivent la chaîne depuis le tout début, la suite de la vidéo sur la dette commence à faire son chemin. Pour l'instant, c'est encore à l'état de réflexion, mais je commence à beaucoup m'intéresser à la monnaie dans les premiers empires islamiques, les premiers califats, etc. Et c'est précisément là-dessus que va porter la suite de la vidéo sur la dette. Donc ça commence progressivement à se mettre en place. Et justement, précisément, ces questions-là, elles sont passionnantes. La question de la monnaie, du rapport des religions à la dette, à l'usure, à l'intérêt, tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint des questions politiques, économiques, morales, religieuses, militaires. Il y a tout en fait qui s'entremêle autour de ces questions de dette. Et c'est vraiment, si l'argent est le nerf de la guerre, la dette est le nerf de l'argent. Donc la dette, c'est une notion extrêmement importante et c'est exactement de ça dont nous parle Lordon. Ce retour que veulent les investisseurs, c'est donc cet intérêt sur la dette qui pousse à produire plus en permanence. Donc si on est dans une logique croissanciste à l'heure actuelle, donc où il nous faudrait toujours plus, c'est bien parce qu'il y a des intérêts à rembourser et que ce sou qu'on n'avait pas pour pouvoir lancer une affaire, il va falloir le rendre avec intérêt, il va falloir le rendre avec un peu plus. Et donc ce plus, eh ben on va le trouver quelque part. On va le prendre à quelqu'un qui vient de se faire prêter de l'argent pour lui aussi lancer une entreprise ou à quelqu'un qui a été payé pour son travail, etc., etc. Donc il va falloir le prendre quelque part. Et donc pour rembourser la dette, il faut bien de la valeur du travail. Et c'est là que se situe la tenaille des apporteurs, la tenaille de ceux qui prêtent. La dette comme servitude et comme cliquet à croissance. La servitude des avancés est le symétrique du règne des avanceurs. Donc les avanceurs, c'est les prêteurs, les avancés, c'est les débiteurs, c'est ceux qui empruntent, ceux qui reçoivent la dette et qui doivent ensuite la rembourser. Donc la servitude des avancés est le symétrique du règne des avanceurs, du règne de la finance. En général, car la dureté de ce règne varie en fonction de ses configurations historiques. Il devient tyrannie sans limite quand la configuration des institutions de la finance est centrée sur les marchés, dont on a vu par quels mécanismes ils œuvrent. Le despotisme est plus modéré, relativement parlant. Quand il est coulé dans des formes exclusivement bancaires, où l'avance prend la forme unique ou dominante du crédit. Moindre mal si l'on veut, mais mal quand même. Les consommateurs endettés ou les petites entreprises sont bien placés pour le savoir. Pour avoir été dispensés de toute la folie des marchés de capitaux dérégulés, le Fordisme n'en a donc pas moins connu la finance. Pour les entreprises, la servitude de la dette devient un esclavage de la croissance. Car de la dette, il n'y a de sortie que par le haut, à supposer que la métaphore verticale soit la bonne. On pense plutôt à la cage du hamster. En effet, passé le moment de son lancement, c'est-à-dire de l'avance en quelque sorte originelle, une entreprise ne contracte de la dette, hors motif de trésorerie et de survie, que pour investir, c'est-à-dire aller à la rencontre d'une extension anticipée de ses marchés, donc croître. Mais cette croissance est un aller sans retour, car dans ce mouvement d'extension, l'entreprise se charge de nouveaux coûts fixes, nouvelles capacités de production évidemment, mais aussi service de la dette,
Donc le service de la dette, c'est le paiement des intérêts, dont l'amortissement nécessite que ces marchés ne rétrécissent pas, et même si possible, s'étendent à nouveau. Quitte d'ailleurs à ce que, au nom de second tour d'extension, on contracte un second tour de dette, etc. La dette est le cliquet caché de la croissance, l'aiguillon de la fuite en avant permanente. Or, la dette est l'instrument capitaliste du financement des producteurs, et cela même qui les enchaîne à l'obligation de croître. Les amis de la décroissance, qui ne sont pas capables d'articuler sortie du capitalisme, sont des rigolos. Alors, il y a toujours cette dent dure contre les écolos décroissants qui, effectivement, ne parlent pas forcément de sortie du capitalisme. C'est ce qu'on fait ce soir. Effectivement, la décroissance, en soi, bon, si ça reste dans un régime capitaliste, on s'en fout, hein. On y est, à la décroissance, quelque part, ça ne change pas grand-chose. On va le vivre cette année. Il y aura moins de croissance cette année, c'est logique. On s'est arrêté de travailler pendant plusieurs mois dans le monde entier. Donc, effectivement, c'est compliqué. Vulgadroid me dit Calivision, pour effectuer tes recherches, tu t'appuies sur des ouvrages d'historiens et d'économistes, juste pour savoir. Alors, pour les travaux sur la dette, je me suis appuyé sur un ouvrage principalement qui est Dette 5000 ans d'histoire de David Graeber. Là, en l'occurrence, je m'appuie sur le travail de Frédéric Lordon, qui est philosophe, économiste, qui a plusieurs casquettes. Le travail de Bernard Friot, évidemment, qui est économiste et sociologue. Donc oui, je m'appuie sur des travaux, et notamment pour les recherches sur la dette. Je suis en recherche de livres maintenant sur l'histoire de la monnaie en islam des premières années, ainsi que au Moyen-Âge, à la même époque, etc. Donc je fais des recherches là-dessus en ce moment, et oui, je m'appuierai sur des travaux sérieux, tout simplement parce que je ne peux pas le sortir de mes fesses, tout ça, hein. C'est évidemment, vous vous rendez bien compte, c'est des questions historiques, économiques, financières, religieuses, morales, qui demandent une connaissance absolument énorme. Donc oui, évidemment, je m'appuierai sur des auteurs. Pour ceux dont j'ai parlé jusqu'à présent, sur la Mésopotamie antique, etc., la référence, c'est David Graeber, Dette 5000 ans d'histoire. Il est traduit en français, vraiment très bon livre. Il y a Baramut qui dit la vidéo L'argent dette est sympa. Oui, la vidéo d'Argent dette, bon, je pense que beaucoup de gens l'ont vu quand même, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Mais le travail de Graeber va encore plus loin. L'argent dette, ça commence à dater un petit peu maintenant. Graeber, lui, il a vraiment creusé et il a une façon de raconter l'histoire du monde autour de la dette, de la monnaie, etc., qui est vraiment fascinante et qui remet en perspective beaucoup de choses qu'on pense un peu sans les penser, sur par exemple le troc, etc. Bon, il démystifie pas mal de choses dans ce domaine-là. Si ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps de lire un pavé de 600 pages, j'ai résumé la première partie du livre dans une vidéo qui s'appelle Dette 5000 ans d'histoire. Je vous mettrai le lien en description. Je vais le noter. Voilà, je ne sais plus le titre exact de la vidéo, je l'ai fait il y a longtemps. Mais en tout cas, si vous voulez commencer à vous intéresser à ça, ça peut être une bonne base. Tout comme la vidéo de Paul Grignon, L'argent dette. Même si elle a peut-être un peu vieilli maintenant, elle est toujours assez pertinente sur l'origine de la monnaie, etc. Donc, où en étais-je ? Voilà, contre la finance, la subvention. Donc très bien, on critique encore une fois la finance, on dit que la finance c'est tout pourri, que ça nous pousse à une croissance déraisonnable, que ça pousse les entreprises à se mettre sous le joug et sous le règne de cette finance néolibérale et capitaliste mondialisée. Donc très bien, qu'est-ce qu'on lui oppose ? Qu'est-ce qu'on met contre ça ? Qu'est-ce qu'on met en face de ça ? Qu'est-ce qu'on propose comme alternative ? Il ne suffit pas de dire « fermons la finance », qu'est-ce qu'on fait à la place ? Contre la finance, la subvention. Le système de la cotisation générale, lui, ne rompt pas seulement avec la finance néolibérale dominée par les marchés de capitaux, bras armés des investisseurs et du pouvoir actionnarial. Il rompt avec la finance tout court, comme système de l'avance en attente de retour. Donc avec l'infernal cliquet à croissance. On pouvait déjà démontrer, mais depuis l'intérieur de la logique capitaliste et du point de vue des entreprises même, la possibilité de fermer la bourse. Stricto sensu, la bourse désigne les seuls marchés d'actions. Donc d'en finir avec le pouvoir des actionnaires.
Au point où nous en sommes, la satisfaction intellectuelle des arguments a fortiori n'est plus tout à fait indispensable. Il faut fermer la bourse, point. Et pas qu'elle, les marchés financiers de toutes les autres sortes, et puis le système de l'avance repayable dans sa totalité. Autant l'expérience de pensée de fermer la bourse que l'expérience réelle du subventionnement par la cotisation de l'investissement hospitalier d'après-guerre disent cette possibilité. Dans le système de la cotisation générale, qui, rappelons-le, prélève non pas une fraction des salaires, mais la totalité de la valeur ajoutée, la ressource est redistribuée par un système de caisse, caisse des salaires, caisse des services publics, caisse économique, enfin. Cette dernière, on l'a compris, devient l'institution en charge du subventionnement des projets. Du subventionnement et non du financement. Tant qu'on demeure dans un système où la division du travail reste en partie complétée par l'échange monétaire marchand, la nécessité de l'avance perdure. Par définition, la validation sociale vient après la production privée. Il faut donc avoir eu préalablement les moyens de lancer le cycle de la production. Il faut donc une avance. Mais toute la différence entre l'avance financement et l'avance subventionnement vient de ce que l'une est remboursable et à l'intérêt et à intérêt. L'autre, non. Une subvention est de l'argent alloué, non recouvrable. Donc on remplace la logique de la dette, donc je vous prête 100 et vous me rendrez 110, avec la logique de la subvention, donc c'est je vous donne 100, débrouillez-vous avec ça. Et vous n'avez pas remboursé. C'est un changement majeur. En l'occurrence, cette subvention serait allouée par la caisse économique, qu'on ferait d'ailleurs mieux de mettre au pluriel, les caisses économiques, ou le système de caisses économiques. Car il est bien sûr hors de question qu'une grosse caisse, pour ne pas dire une grosse caisse, trône à Paris et décide de tout sur le même modèle que le conventionnement. Le réseau des caisses doit être déployé à toutes les échelles territoriales pertinentes, quoique non moins évidemment sous un schéma global d'allocation sectorielle et géographique déterminé au niveau le plus haut de la communauté politique. En tout cas, voilà, le financement sous logique de rentabilité capitaliste est aboli et remplacé par le subventionnement sous principe de délibération politique. Donc une caisse ou des caisses économiques, un système de caisses économiques dans lequel on déciderait démocratiquement, par une délibération politique dont il faut fixer les règles et la façon dont ça va fonctionner, mais c'est par ces caisses économiques et une délibération politique, collective, démocratique, qu'on décide de ce qu'on va subventionner ou pas. Donc pour répondre à ceux qui disent oui, mais sans capitalisme, pas d'innovation, d'ailleurs on a toujours un débat avec Mani dont on avait parlé aussi, voilà, tu vois FC, tu n'es pas le seul avec qui on avait parlé de faire une émission qui n'a toujours pas eu lieu, mais on fera les deux, on fera l'émission avec FC et l'émission de débat avec Mani. Le débat avec Mani, le thème c'était le capitalisme est-il le seul moyen d'innover, je crois quelque chose comme ça, peut-on innover sans capitalisme? C'était une question comme ça. Donc lui disait que finalement il fallait reconnaître des bons côtés au système actuel, au système capitaliste, notamment que ça permet de financer l'innovation, que ça permet à l'innovation d'exister, d'avoir lieu. Et moi, je ne suis pas forcément, pas du tout même d'accord avec ça. Je pense que l'innovation, entre guillemets, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain et qu'il n'a pas besoin d'avoir la promesse de milliards d'euros et de milliards de dollars pour innover, inventer. Je pense que c'est quelque chose que l'être humain fait dans le simple but d'améliorer sa vie et celle de ses proches. Et qu'on n'a pas besoin de devenir milliardaire parce qu'on a eu une bonne idée. Bon, c'est tout un débat, mais effectivement qu'on aura. Et là, je pense que cette vision donc d'un système de caisse démocratique où on subventionne les projets peut-être les plus innovants, les plus intéressants, les moins polluants, on décide collectivement de ce qu'on subventionne et de ce qu'on... Non pas finance, j'allais dire finance, non pas finance, qu'on subventionne, vraiment, qu'on subventionne. Le but n'est pas que les subventionnés remboursent la subvention. Ils l'utilisent, ça marche, tant mieux, génial, ça marche pas, tant pis, on finance le projet suivant et on voit bien où tout ça nous mène, démocratiquement, collectivement. C'est plus entre les mains de 3 milliardaires, c'est ça qui est le plus important et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, ou entre les mains de notre président. C'est
un système démocratique de subventionnement collectif. Et c'est, on a vu une idée très très forte dont il y a peu de gens qui parlent, trop peu de gens qui en parlent. Abattre les institutions de la finance. Finalement, le problème, ou le reste à penser, n'est pas tant l'état final que la transition pour y parvenir depuis là où nous sommes. Problème moins simple que celui de l'institution immédiate des nouvelles formes de la propriété productive. Car, par construction, la finance capitaliste nous laisse sur les bras ses stocks, à savoir les dettes des uns et les épargnes des autres. Or, les stocks demandent du temps pour être résorbés. Encore faut-il faire quelques distinctions. Les stocks de qui ? D'abord, il y a les banques, et plus généralement, les institutions de l'industrie financière, fonds variés, investisseurs institutionnels. Tous ces agents sont interconnectés sur les marchés par des liens de contrepartie et de dettes-créances croisées d'une épouvantable complexité. Défaire ce nexus pour finir par annuler les dettes sans tout mettre par terre est une effroyable gageure. Ça n'a aucune importance. On se souvient comment le nœud gordien a été résolu, tranché par un coup de sabre. Ici, pareil. C'est que toutes ces institutions, à la fin des fins, il s'agit de les faire crever. Mais alors, si tel est l'état terminal désiré, autant y procéder dès le début du début. Il ne faut pas cacher le léger désordre que le coup du nœud gordien propagera partout où les structures financières néolibérales et son ordre de la dette sont maintenus, c'est-à-dire à l'extérieur. En première approximation, on n'y prêtera pas grande attention parce que pour l'instant, on s'occupe de ce qu'on peut faire là où on peut le faire. Et par hypothèse, c'est ici. Sans doute aussi, il y aura du trader et du banquier d'affaires sur le carreau, mais on peut songer aux armées de chômeurs, de précaires et de suicidés qu'ils auront contribué à former pendant les décennies de leur toxique industrie et retenir ses larmes. D'ailleurs, la société communiste, bonne fille, leur accordera, comme à tout le monde, les droits du salaire à vie. Enfin, à ceux qui n'auront pas fui à l'étranger, que nous ne regretterons pas, à qui même nous aurons tenu la porte. Donc là, il répond à beaucoup de problèmes, entre guillemets, plutôt d'objections que feront les capitalistes. Effectivement, pour moi, la première chose qui est évoquée, même s'il ne rentre pas forcément dans les détails, c'est le plus gros du problème. C'est-à-dire que ça va créer, il dit, ça propagera partout où les structures financières néolibérales et son ordre de la dette sont maintenus, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc ça va propager un léger désordre, nous dit-il. Je pense que ça peut aller beaucoup plus loin qu'un léger désordre, et effectivement, aujourd'hui, il y a des empires qui sont construits sur cette vision du monde, cette façon de faire, que ce soit les Américains, les Chinois, les Russes aussi d'une certaine manière, l'Iran, enfin vous avez tout un tas de pays qui participent à ce grand jeu avec plus ou moins de succès. On peut penser à l'Iran et au Venezuela qui ont connu des mouvements extrêmement durs contre leur économie, des blocus venus d'autres pays, etc. On peut très bien imaginer que la France soit amenée à subir la même chose et que par exemple l'Arabie Saoudite, les États-Unis décident de ne plus vendre leur pétrole à la France. Je ne sais pas, je dis ça, là je prends un cas extrême. Il peut se passer énormément de choses quand l'ordre capitaliste mondial sera menacé par cette création d'un système de caisse économique, d'un système de salaire à vie, d'une abolition de la propriété lucrative. Ça va secouer violent. Donc il faut quand même en avoir conscience. Autre objection, il y aura des traders et des banquiers qui seront sur le carreau, qui vont se faire virer. Comme c'est très bien dit, on peut songer aux armées de chômeurs, de précaires et de suicidés, de burn-outés et de gens brisés littéralement par les marchés financiers et leur impact sur notre économie, sur notre monde. Effectivement, on peut aussi retenir ses larmes à l'idée que des banquiers d'affaires, des traders et des milliardaires vont se retrouver au salaire à vie. Bon, voilà, ils ont bien profité, fin de partie pour eux, c'est pas très grave. Et s'ils choisissent de partir à Singapour, aux États-Unis, on leur tiendra la porte, on leur paiera même leur billet d'avion s'ils veulent. Un aller simple.
Donc, et dernière objection, non, c'est ça, voilà, les gens qui vont quitter la France, on dit toujours, ah là, mais comment on va faire? Les financiers vont partir, eh bien, qu'ils partent, on se débrouillera sans eux, il n'y a pas de souci. Les épargnes et les dettes. Et puis, il y a les agents non financiers, qu'on trouve des deux côtés du rapport dette-créance. Inutile de dire que du côté des débiteurs, les ménages viennent en premier sur la liste des annulations de dettes, sans que nous n'ayons à nous soucier des conséquences fâcheuses pour ces pauvres banquiers qui sont leurs créanciers, du moment que le projet avéré est bien de mettre à bas les institutions de la finance. Mais dans l'état des stocks que nous lèguera le capitalisme, il y a aussi tous les emprunts hors crédit bancaire, les dettes obligataires. Rappelons que dans cette catégorie, outre l'État, on trouve essentiellement des entreprises, c'est-à-dire ces entités destinées à devenir des collectifs de production hors propriété lucrative et sous la conduite des producteurs associés souverains. Il n'est pas exactement question de continuer de les soumettre à la dette héritée de leur passé capitaliste. Par conséquent, on annulera leur dette, comme on a annulé la dette de crédit bancaire des ménages, et de même, à plus forte raison, pour la dette publique, sur laquelle on déclarera le défaut complet. Donc, annulation des dettes des ménages, annulation des dettes des entreprises et annulation de la dette publique, soyons clairs. Inutile de dire, là encore, le chambard en cinémascope qui s'ensuivra sur les marchés internationaux de capitaux. Mais de nouveau, ça n'est plus notre affaire. Que le monde, resté capitaliste, se débrouille avec ses problèmes. Cependant, ces annulations massives de dettes ne sont pas non plus sans effet sur notre situation intérieure. Car, pour une part, la part résidente, de l'autre côté de la dette non bancaire de l'État et des entreprises, comme de toutes les formes d'avance, y compris actionnariales, il y a des épargnants. Or, l'euthanasie des rentiers, selon Keynes, est une chose. Rappelons cependant qu'elle procédait principalement par les voies insensibles de l'inflation. Mais un décret de ruine soudaine de tous les épargnants en est une autre. C'est que dans les épargnants, il n'y a pas que des Niel ou des Arnaud, il y a aussi toute la population des petits livrets et pas mal de cas intermédiaires. Une révolution qui part d'emblée en ruinant les petits épargnants se sera rendue si vite odieuse qu'elle n'ira pas très loin. C'est qu'il y a des ressorts très profonds qui lient l'épargnant à son épargne, même quand il n'est pas fortuné. On épargne d'abord par précaution, un motif qui nécessitera un peu de temps pour tomber, mais qui tombera quand les gens se seront installés dans la sécurité du salaire à vie. Donc effectivement, quand on sait qu'on a au minimum 1500 € par mois qui vont tomber, est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 000, 15 000, 100 000 euros en banque? C'est pas forcément utile. On épargne ensuite pour transmettre. Si c'est pour transmettre de la sécurité, retour à l'argument précédent. Si c'est pour transmettre au-delà, il faudra avoir une doctrine de l'héritage. On épargne enfin pour acquérir des biens durables que seul revenu courant ne permet pas d'acheter, électroménager, voiture, logement. On voit mal que ce dernier motif puisse disparaître, même si ceci n'entraîne pas de lui faire droit en tout. Par exemple, dans une société entièrement déprécarisée, le mobile propriétaire en matière de logement tombe pour une part, ce qui ne veut pas dire totalement. Il y a aussi des investissements affectifs, familiaux, d'appropriation psychique dans l'habitation, et il mérite d'être considéré. Donc là, il répond à d'autres problèmes. Effectivement, le fait qu'on puisse transmettre ou non à la nouvelle génération, qu'on puisse transmettre au-delà de la sécurité nécessaire, qu'on puisse transmettre au-delà d'une certaine quantité de biens et de sommes d'argent, tout ça doit être encadré, limité, avoir une doctrine de l'héritage, donc qui prend en compte effectivement le fait que certaines personnes ont des attachements affectifs à des lieux, à des endroits, et il n'est pas question de leur retirer une maison familiale dans laquelle ils vivent. Par contre, si c'est une maison familiale qu'ils louent depuis des années, bon, à moins de la donner à un cousin qui n'a pas de maison, voilà, il va falloir s'en séparer d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est vrai que c'est une question qui provoque beaucoup de débats, beaucoup de remous. On pourra en parler sur le Discord si vous voulez dans quelques instants. Je finis d'abord la lecture de l'article. Le règlement de la question de l'épargne commencera donc sans doute avec des plafonds, en dessous desquels les épargnes resteront à leurs épargnants, et au-dessus desquels, quoi? Confisqués ou annulés? La cohérence plaiderait pour l'annulation.
le seul motif de la confiscation par la puissance publique serait un motif de réserve comme capacité de financement. Mais il est contradictoire avec l'idée de s'affranchir radicalement de l'idée de l'avance avec retour, donc de la dette avec intérêt. C'est ça qu'il est question. De la réserve, pourquoi, si tous les investissements sont non plus financés, mais subventionnés par les caisses? Et s'il était besoin d'un supplément d'allocation au-delà des ressources de la caisse économique, une pure création monétaire scripturale ferait l'affaire, parfaitement équivalente puisqu'il s'agirait, dans les deux cas, d'injection de pouvoir d'achat hors du circuit de la cotisation, et dans un cas comme dans l'autre, hors toute contrainte de remboursement. Alors là, on est vraiment sur le concret, et c'est extrêmement intéressant. C'est l'idée que finalement, on n'aurait même pas besoin de saisir l'argent des plus riches, de dire vos milliards, on vous les prend, on les annule vos milliards, on les retire de l'économie. Voilà, on déchire les billets de Monopoly, et si on a besoin de nouveaux billets de Monopoly plus tard, on en réimprime, c'est pas un problème, mais là, on remet les compteurs à zéro, entre guillemets, et au-delà d'une certaine somme, alors combien? 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, j'en sais rien, c'est pas à moi de déterminer tout seul, mais voilà, il faut trouver la zone au-delà de laquelle il est pas tolérable de posséder de l'argent par crématistique. La crématistique, comme l'expliquait Aristote, c'est le fait de conserver l'argent pour lui-même. Ça, c'est fini. Il n'y a plus d'investissement. Donc, en fait, au-delà d'une certaine somme qui permet de s'acheter une voiture, une maison, de transmettre à ses enfants ou je ne sais quoi, au-delà d'une telle somme qu'il faut définir, eh bien, on annule. Voilà, ça n'existe plus. C'est fini. On efface les numéros. On les réimprimera si on en a besoin pour des grands projets. Mais c'est absurde que Monsieur Arnaud ou Monsieur Niel ou je ne sais qui ait des milliards d'euros en banque. Ça n'a aucun sens en fait, c'est absurde. Donc on annule, on efface ça. Voilà. Effacez, il vous reste le maximum autorisé et vous serez très content avec ça puisque de toute façon, vous aurez un salaire à vie comme tout le monde. Donc il n'y aura plus cette idée que certains sont dans des quantités d'argent stratosphériques, absurdes. On revient à quelque chose où on est tous effectivement sur la même planète. Voilà, on est tous sur la même planète, on a tous des pouvoirs d'achat à peu près équivalents, avec évidemment un peu de marge pour ceux qui veulent s'enrichir un peu plus, ceux qui veulent gagner un peu plus. On permet de créer des voies dans la société pour qu'ils puissent le faire s'ils en ont envie. Mais il faut bien qu'on définisse quel est le retour social, le retour d'utilité sociale que va avoir cette activité. Aujourd'hui, on a quand même les gens qui sont les mieux payés, donc qui ont la plus grosse reconnaissance sociale, qui sont aussi les plus nuisibles. C'est quand même du délire. C'est quand même, ça va très loin comme système. Hein. Si on n'était pas dans ce système et qu'on nous proposerait de le créer, on dirait, eh ben non, il y a ça qui va pas. Regardez, il y a des gens qui vivent dans la rue. Regardez, il y a des gens qui sont milliardaires pendant que d'autres crèvent de faim. C'est pas logique, ça n'a aucun sens. Donc, si on n'aurait pas envie d'inventer le système dans lequel on vit, inventons celui dans lequel on a envie de vivre. J'espère que c'est clair. Donc je lis la suite, je regarde s'il reste beaucoup. Non, voilà, on est à la toute fin, on arrive à la fin, ça fait quand même presque 2 heures que je lis. C'est pour ça que dans les lectures des premières perspectives, je ne faisais pas d'incises, je me suis contenté d'envoyer le texte, et c'était déjà assez long, ça avait pris, je crois, 2 heures, un peu plus de 2 heures, je crois, pour tout lire. Donc là, avec les incises, il me faut 2 heures juste sur un article. Donc voilà pourquoi j'en ai pas fait dans les autres versions. Mais je pense que ça a son intérêt de s'arrêter sur les paragraphes, d'essayer un peu de les décrypter à ma sauce pour vous transmettre ces informations d'une autre manière qui peut-être vous parlera plus, ou en tout cas, voilà, les deux ensemble, peut-être que ça crée quelque chose d'intéressant à écouter. Vous me direz ça sur le Discord ou en commentaire si ça vous intéressait. Je voyais tout à l'heure Vespasien qui disait que c'était bien. Les épargnes du passé, du moins celles d'entre elles qui n'auront pas été annulées, n'entreront plus dans aucun circuit de financement. Elles seront simplement restituées et conservées telles quelles par quelque institution ad hoc de pur dépôt, custodian, donc j'imagine que c'est l'équivalent en anglais, je ne sais pas exactement comment le traduire, pour ne répondre qu'au motif d'acquisition future de biens durables par les personnes privées. Et de même, les épargnes qui continueront d'être formées à partir du revenu du salaire à vie. Aucune de ces épargnes ne saurait en effet, en attendant le moment de leurs dépenses effectives, être transférée, c'est-à-dire prêtée à d'autres agents
sauf à recréer les catégories de la créance et de la dette. On a dit ça c'est fini. Donc s'il y a une interdiction de la propriété lucrative, il y a aussi évidemment l'interdiction de la propriété de titres de dette. C'est la propriété lucrative en essence pure, quoi, hein. Le fait de détenir une dette parce qu'on a prêté de l'argent et qu'on doit du coup vous rembourser avec intérêt, toujours avec intérêt, donc ce qui pousse à une croissance sans fin, tout ça c'est fini, ça n'existe plus. Il n'est pas question que vous passiez 500 € de votre salaire à vie à quelqu'un contre intérêt. Alors évidemment, ce sera une pratique hautement illégale et j'imagine qu'il y aura des réseaux de mafieux qui continueront à pratiquer l'usure, mais voilà, ils seront traqués, arrêtés et ce sera en tout cas totalement interdit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, où en étais-je ? Bon, je vais relire un peu. Donc, sauf à recréer les catégories de la créance et de la dette, donc les figures du débiteur et du créancier, car celui à qui l'épargne aurait été transférée aurait bien à rembourser celui qui la lui aurait transférée, au moment où ce dernier voudrait en recouvrer l'usage. Bref, l'un serait redevenu débiteur et l'autre créancier, et c'est précisément ce dont il ne saurait plus être question. En tout cas, là où il y avait des banques en face des ménages endettés, et l'on prenait le parti de les laisser choir, cette fois la situation se joue à front renversé. En face des entreprises endettées, il y a, entre autres, des ménages épargnants, qu'il s'agit de ne pas spolier. Leurs comptes custodianes seront donc recrédités pour le montant de leur créance à sa valeur d'acquisition, évidemment sous le plafond général, éventuellement corrigé de l'inflation survenue entre-temps, et de toute façon en renoncement des intérêts futurs qui auraient couru jusqu'à la maturité dans les conditions capitalistes normales. À peu de choses près, on procéderait de même avec les actions qui seraient annulées et restituées sous forme monétaire aux épargnants à leur valeur historique, corrigées dans les mêmes conditions que les créances obligataires. Donc on transforme les actions en argent qu'on transfère aux propriétaires et voilà, c'est fini, maintenant vous avez de l'argent et vous n'avez plus d'actions et c'est terminé. Mais l'on voit aussitôt que ces annulations de dette-actions sans spoliation des épargnants, hors la clause du plafonnement, mais qui ne concernera que les très riches, donc le plafonnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une limite à l'enrichissement, un plafond dont il faut définir le niveau. Je le disais tout à l'heure, hein, est-ce que c'est 50 000 €, 100 000 €, 200 000 €, j'en sais rien, peut-être beaucoup plus, je sais pas du tout. Il faut déterminer le niveau au-delà duquel un enrichissement supérieur est inutile, tout simplement. On peut très bien le faire. Je crois même que ça a déjà été fait, puisqu'on sait qu'à partir d'un certain revenu mensuel, le bonheur subjectif n'augmente plus. Donc ça sert absolument à rien de gagner plus que ça. À part à rentrer dans une course effrénée et absurde à la croissance de la richesse, de la fortune, mais qui ne correspond plus à rien en fait, hein, et dont il faut évidemment se débarrasser et arrêter cette course infinie. Donc la restitution des épargnes, finalement par des voies purement scripturaires, consiste en réalité en une augmentation de masse monétaire, et pour des encours considérables. Début 2020, celui du seul livret A dépassait les 300 milliards d'euros. Celui de l'assurance vie est proche de 1800 milliards d'euros. Donc si vous mettez les deux ensemble, vous avez le PIB de la France, hein. Il est impensable de laisser des masses de pouvoir de dépenses aussi colossales débouler comme ça dans l'économie. À plus forte raison dans une économie dont les niveaux de production de biens finaux seront considérablement et délibérément abaissés. Donc est-ce qu'on a besoin d'une masse monétaire aussi importante si finalement on produit moins, on consomme moins, on brûle moins de matériaux, puisque ce sera évidemment la volonté qu'on aura pour se sauver de cette catastrophe climatique mondiale qui nous menace. En conséquence, si les anciennes épargnes financiarisées, quelle que soit leur forme, sont restituées sous forme monétaire, on ne fera sans doute pas l'économie d'une formule de contingentement à l'accès dont la définition promet de n'avoir rien d'évident. Formule de tirage limité sur une certaine période, mais c'est une toise brutale qui ignore les besoins particuliers contingents, devoir acheter de l'électroménager ou une voiture. Vérification de la nécessité de ces achats, mais par qui? Et comment éviter que ces vérifications ne sentent trop le comité inquisiteur? Les corralitos, c'est ainsi qu'on a appelé en Argentine les mesures de restriction
de l'accès des ménages à leurs fonds ne sont pas très populaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Dire aux gens, vous ne pouvez pas dépenser plus de temps par mois ou par an, c'est sûr que c'est pas populaire du tout. Même si ces restrictions ne s'appliqueraient en rien aux comptes courants et ne concerneraient que les comptes ad hoc, donc les comptes qui auraient été transformés en argent, les custodians, créés à part précisément pour accueillir la restitution des épargnes converties en argent et pour rendre possible une forme ou une autre de régulation de leurs usages pendant une certaine phase de transition. Donc conclusion, 3 paragraphes de conclusion, je vous l'ai dit. Il se pourrait toutefois que ce problème de régulation trouve une partie de sa solution dans les propriétés plus générales du nouvel agencement social d'ensemble. Car on peut aussi imaginer que la restriction de la dépense des épargnes restituées viendra pour partie du côté de l'offre de biens, devenue délibérément limitée, voire non attrayante, en tout cas défaite des ressorts pulsionnels que le capitalisme a si bien su mettre dans la marchandise, bref, propre à calmer la frénésie acheteuse. Fini l'arrivée continuelle sur le marché de voitures clinquantes farcies d'options ineptes. Fini les téléphones portables à performance aussi mirifiques qu'inutiles ou les frigos connectés. À ceux qui vont s'évanouir de voir revenir l'austérité du socialisme, il faut rappeler les termes du deal, qui est un lot. D'un côté, en effet, le renoncement aux attractions de la marchandise capitaliste, dès lors que l'essentiel est garanti. L'abandon du dernier cri, l'effort de trouver avec quoi d'autre remplir les existences. De l'autre, en finir avec la hantise de l'existence matérielle précarisée par l'emploi capitaliste, avec la dépossession de toute capacité politique, dans la vie collective et dans la production. Très important, démocratie dans la vie collective, dans la vie publique et dans la production. Donc au travail, dans l'emploi. Enfin, il n'y aurait plus d'emploi, mais dans le monde du travail. Avec la servitude pour dette, avec la démolition des services publics, avec l'insolente obscénité des grandes fortunes, avec la soumission entière de l'existence à la tyrannie du chiffre, avec le saccage des lieux où nous vivons, avec les pandémies que la dévastation de la planète nous promet déjà. On rappellera donc que toute cette série a été mise sous condition d'un exercice de méthode et de conséquence. Et puis bientôt, on tordra le cou à l'austérité et à la grisaille auxquelles nous nous condamnerions en sortant du capitalisme. L'un des arguments menaces préférés du capitalisme, aussi mensonger que le reste. Voilà pour cet article de Frédéric Lordon, que j'ai mis quand même pas mal de temps à lire, entre les coupures et la longueur du texte et mes incises, etc. C'était assez long. Donc si vous voulez intervenir en direct, vous avez évidemment le Discord, je vous remets le lien dans la description. Je vais lire également ce que vous nous dites sur le chat, mais juste avant, on va faire une courte pause musicale, le temps de vous laisser, si vous voulez intervenir, le temps de le faire, et moi de boire un petit peu d'eau, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, donc un peu débriefing de cette longue lecture avec vos interventions, s'il y en a. A tout de suite, vous écoutez Calivision en direct.
Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct ce soir, en direct. Une lecture de Frédéric Lordon qui a pris un certain temps. Je ferai un peu de montage pour enlever les coupures. Il y a des moments où ça a coupé. Et à un moment, j'ai dû faire une pause musicale car on m'a appelé, donc je couperai tout ça au montage. J'avais une autre info dont je voulais vous parler s'il n'y a pas d'intervention sur le Discord. Et où alors, je crois que GetGroll l'a republié sur le chat. Je l'avais mis. Voilà, elle est là. Merci GetGroll. Je l'avais mis également dans un nouveau channel sur le Discord consacré à l'affaire Epstein, parce que j'en avais pas fait, alors qu'on a pourtant traité depuis plus d'un an maintenant à nombreuses reprises cette affaire. Et rebondissement aujourd'hui, alors rebondissement ultra sinistre, qui fait vraiment peur. Alors attendez, je vais vous le mettre là. Hop. Vraiment un rebondissement assez terrifiant. Fusillade chez une juge en charge d'un volet de l'affaire Epstein. Son fils tué par un homme habillé en livreur. Le fils de la juge fédérale Esther Salas, âgé de 20 ans, est décédé et son mari est grièvement blessé. Le tireur qui s'est introduit dans leur domicile est toujours recherché. Donc un tireur déguisé en livreur FedEx qui est rentré dans la maison d'une juge fédérale, Madame Esther Salas, qui vient donc de perdre son fils et son mari a été grièvement blessé. Et il faut savoir que la juge Esther Salas, eh bien, elle est responsable du dossier de la Deutsche Bank lié à l'affaire Epstein. Donc son but, c'était de retrouver eh bien, la trace de l'argent de Jeffrey Epstein, donc un dossier extrêmement chaud. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette fusillade et le fait que son fils et son mari, on leur ait tiré dessus? Est-ce que ça a un rapport avec le travail du mari? C'est ce qui a été murmuré aussi. On ne sait pas exactement pour l'instant. En tout cas, encore un fait complètement fou dans l'affaire Epstein. Est-ce que c'est lié à l'affaire Epstein? Franchement, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas faire le lien, étant donné que Jeffrey Epstein a lui-même été tué en prison. On se dit que des gens puissants n'ont pas intérêt à ce que cette affaire sorte en plein jour et que certains cherchent peut-être à protéger leur identité là-dedans. Bon, pour l'instant, c'est très tôt pour le dire, mais voilà, je voulais vous en parler quand même, parce que c'est tombé tout à l'heure. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, j'aurais pas pu faire une émission entière là-dessus, ça aurait été un petit peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, je pense que ça vaut quand même le coup de le dire. On est vraiment dans plus que la fiction, quoi. C'est du délire, cette affaire. C'est absolument du délire. Donc on continuera évidemment à en parler. L'affaire Epstein qui est devenue l'affaire Ghislaine Maxwell à présent. Donc Ghislaine Maxwell, fortement soupçonnée d'être une complice de Jeffrey Epstein, qui est en prison en ce moment, et dont le procès se tiendra dans 1 an. Donc on peut imaginer qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici 1 an. Baramit demande si c'est un hasard. Ben, on ne sait pas si c'est un hasard, cette attaque donc de la famille d'une juge chargée d'enquêter sur l'affaire Epstein, notamment sur les financements et l'argent de Epstein. C'est une affaire sinistre. Alors pour revenir sur le débrief de l'article qu'on a lu ce soir, Conrad Sambon nous disait « Donc il faut revenir sur le droit de propriété ». C'est une des dernières propositions de Piketty. Alors réaction, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu Piketty en parler. En tout cas sur le droit de propriété, on a commencé vraiment l'émission avec cette idée-là. L'article de Lordon commence là-dessus, donc j'ai fait une incise pour bien expliquer cette dissociation entre propriété d'usage et propriété lucrative. Donc oui, évidemment, Conrad, tu as tout à fait raison, il faut remettre en question le droit de propriété lucratif, du coup, c'est comme ça que le définit Friot, et c'est ce droit de propriété-là qui pose problème du point de vue de sa proposition. Et évidemment, la propriété lucrative, c'est les loyers, c'est les patrons, c'est les propriétaires de dettes, etc., etc. Donc c'est sûr que si on se débarrasse de ça, la société entière va pousser un grand coup de respiration, va pousser un grand soupir de soulagement, parce que c'est évidemment ça qui nous cause beaucoup de problèmes, à nous les non-propriétaires, quoi, en tout cas, qui sommes la majorité quand même. Donc oui, évidemment, totalement d'accord avec ça. Alors, il y a Vulgadroit qui nous disait tout à l'heure, désolé, je n'avais pas lu, qui disait essaie de regarder la base de données Percé pour trouver des ouvrages
sur des archives ouvertes ou sur archives ouvertes HAL pour trouver des thèses en ligne. Merci pour le conseil. Merci beaucoup pour le conseil Vulgadroit. J'essaierai je vais noter ça et j'essaierai d'aller voir de ce côté-là s'il y a des choses intéressantes pour moi et pour mes recherches, pour mes émissions. C'est vrai que je me pense rarement à regarder les thèses, des thèses écrites par des étudiants. J'imagine qu'il doit y avoir des choses très très intéressantes. Ça peut être l'occasion aussi d'inviter les auteurs et les autrices de ces thèses à témoigner sur un sujet qu'ils ont bossé à fond. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, donc merci pour cette piste, Vulga, j'irai regarder ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous remercier tous de votre participation. Il y a Nijo qui était là avec nous, qui a posté une petite image marrante, bon, qui n'a pas trop de rapport avec l'émission, mais plus avec la discussion qu'ils avaient sur le chat. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci Kael, FC, Baramut, Conrad, Azerty, Hack59, j'ai vu qu'il y avait Funk aussi qui était là tout à l'heure, Nijo, il y a également, j'ai vu passer Vulgadroit, je l'ai dit, et d'autres, je vais pas remonter tout en haut. Merci en tout cas à tous et à toutes pour votre participation ce soir. J'espère que cette émission vous a plu, vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer et à lire cet article de Frédéric Lordon et j'ai vraiment envie d'insister sur ces notions-là parce que c'est du concret, c'est comment changer les choses concrètement, comment au-delà de il faut sauver la planète, la croissance c'est pas bien, tout ça. Déjà, pourquoi tout ça est mauvais et ne fonctionne pas pour nous et qu'est-ce qu'on fait pour le remplacer, le plus important. Donc, pour moi, c'était une émission importante et on continuera évidemment à parler de tout ça ensemble, des travaux de Friot, de Lepage, de Lordon, de Piketty, de tout le monde et en discuter ensemble. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus élevé pour les émissions. Là, je suis revenu à une émission par semaine le lundi. Je vais essayer de vous proposer d'autres choses après voilà, ce petit temps de repos suite au déconfinement qui m'a fait le plus grand bien. Là, je me sens l'énergie de reprendre des émissions un peu plus souvent. Donc, on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Calivision. Si vous en avez les moyens et l'envie, pensez à faire un don à la chaîne. C'est toujours très agréable et ça m'aide.